Par exemple, le pois. Le pois, il a la capacité à stocker les graisses. On métabolise pas tous les graisses de la même façon. Ce qui est important, c'est l'environnement. C'est-à-dire qu'on va avoir notre façon de métaboliser les graisses, de grossir ou de maigrir, mais l'environnement dans lequel on évolue, il va agir sur notre corps, sur nos traits, sans que ce soit directement le génotype, l'ADN, qui influe là-dessus. Et donc par exemple, il y a des papiers qui ont montré que pendant certaines guerres, notamment aux Pays-Bas au XIXe siècle, il y avait des mères qui pendant leur grossesse ont vécu de la famine. Donc les bébés ont détecté en fait finalement cette famine et ce manque de ressources. Et ensuite, durant leur vie, les bébés avaient une plus grande proportion à stocker les graisses. La plasticité, c'est, alors en termes très scientifiques, c'est la capacité pour un génotype, donc notre ADN, de produire plusieurs phénotypes, c'est-à-dire plusieurs caractéristiques en fonction de la réponse à la variation environnementale. Moi, je travaille sur le contexte de la prédation, donc la réponse des animaux à la prédation. Moi, ce sur quoi je travaille, c'est la plasticité, mais transgénérationnelle. C'est la capacité pour un organisme d'avoir ces caractéristiques qui vont changer en fonction de l'environnement parental. Donc si par exemple le parent il est exposé à un prédateur, il va transmettre cette information à ses descendants pour qu'au cas où, les descendants puissent se protéger eux-mêmes face aux prédateurs. Moi, mon organisme modèle, c'est la FISE acuta, qui est un petit escargot aquatique partout présent dans le monde. Nous, on a choisi l'escargot parce que déjà la plasticité a déjà été montrée dans le contexte de la prédation. C'est-à-dire que quand il est soumis à des prédateurs, par exemple des écrevisses, depuis son plus jeune âge, il va avoir des modifications, par exemple de la coquille, qui va s'épaissir, qui va rétrécir pour potentiellement améliorer sa survie et résister par exemple aux pinces de l'écrevisse pour avoir des chances de s'en sortir. Et en plus de ça, c'est un animal qui a un temps de génération de 50 jours. Donc en fait, en 50 jours, l'animal va devenir mature et pouvoir produire des bébés. Donc on peut les reproduire et avoir plusieurs générations successives, ce qui est intéressant dans le contexte du coup transgénérationnel. Et donc les caractéristiques qu'ils acquièrent quand ils sont face à des prédateurs, ils vont potentiellement les transmettre à leurs descendants. Comment les modifications elles apparaissent, comment elles se transmettent, parce qu'il y a quand même un côté génétique. Sur combien de générations les modifications elles vont perdurer et comment ça se passe dans la nature. Donc moi j'ai une approche expérimentale, on fait des expériences, on essaye de reproduire un petit peu ce qui se passe dans la nature ici en labo. Donc les filles en général elles sentent dès qu'il y a de l'écrevisse, on peut avoir par exemple des modifications comportementales où les filles elles vont essayer de s'échapper de la cuve si on leur met de l'eau de l'écrevisse. Et alors on va appliquer ce traitement régulièrement, une fois ou deux fois par semaine, tout au long de la vie de la fille pour que justement elle développe ses capacités. Déjà il y a toujours un contrôle, c'est-à-dire qu'on élève les filles totalement normalement pour pouvoir comparer. Et donc je vais avoir des traitements où on va avoir sur une génération par exemple, elles vont être exposées aux prédateurs et les bébés derrière ne vont pas être exposés. J'ai des lignées où je les soumets au traitement prédateur sur toutes les générations pour voir un petit peu l'accumulation. C'est aussi ça en fait d'essayer de déterminer si ces modifications, parce que ces modifications elles apparaissent mais elles peuvent disparaître aussi s'il n'y a pas de présence du prédateur. Et donc l'idée c'est aussi de savoir si ces modifications, si elles restent assez longtemps parmi les générations, est-ce qu'elles peuvent se fixer et devenir un trait du coup qui est inscrit dans l'ADN. Alors sur les manips que j'ai fait l'année dernière et cette année, j'ai pas encore de résultats parce que vu qu'il y a le côté transgénérationnel, là par exemple cette manip ça fait depuis septembre que je l'ai commencé, elle va jusqu'à juin. Donc on a 6 générations d'escargots. Donc en attendant, je me suis occupé de d'autres manips qui avaient été réalisées dans les années précédentes. Donc on a vu que, alors pour l'instant, par exemple, les escargots qui étaient directement prédatés avaient une très forte expression génique, c'est-à-dire qu'ils avaient beaucoup de gènes qui étaient surexprimés ou sous-exprimés. Il y a des modifications. Et par contre, on a vu qu'en deuxième génération, donc sur des bébés dont les parents étaient prédatés, il n'y avait pas forcément de modification au niveau des gènes. Donc pour l'instant, on va essayer de creuser ça sur les prochaines manips. On va développer des nouvelles méthodes d'extraction et d'analyse génique pour voir un peu d'où ça vient. Le modèle, nous on l'utilise parce que très facile d'élevage, hein. Comme tu vois, c'est des petits bacs, des petites boîtes.
Et finalement, c'est un peu l'idée de connaître les phénomènes à la base pour pouvoir les transposer à des espèces plus conséquentes, plus connues, plus importantes, entre guillemets, si je peux dire comme ça. Et c'est un peu l'idée j'aime bien l'idée que la science c'est une pyramide et que chacun ajoute sa brique en fait à l'édifice et que voilà, il faut une base solide pour pouvoir avancer.